Donc, à la suite d'une réunion de l'année dernière, on avait parlé de cette irradiation avec les remarques ou les incitations de certains adultes qui avaient développé des cancers potentiellement radio-induits. Et on s'est posé la question de la réalité, effectivement, de l'exposition à l'irradiation de ces bébés porteurs d'atrésie de l'œsophage. Et donc, Bouchra, notre radiophysicienne, a fait un travail assez remarquable sur cette irradiation. Et donc, elle va vous présenter ce travail. On va pouvoir en discuter après. Donc bonjour à tous. Donc je remercie Madame Rousseau pour cette présentation. Et donc Madame Rousseau m'avait demandé il y a quelques mois de regarder un petit peu l'historique des examens d'imagerie des patients ayant une atrésie de l'œsophage et qui étaient nés et bien suivis à Necker. Donc né en 2019 et 2020 et suivi à Necker au moins les 6 premiers mois pendant lesquels en fait ils ont le plus d'examens d'imagerie. Comme vous le savez, en fait, donc bien sûr, bon, on a besoin de ces examens d'imagerie, on va dire irradiants, donc exposant aux rayons X pour la prise en charge de ces patients, mais en contrepartie, ces rayons X ont des effets indésirables et donc parmi ces effets, c'est en fait, ils vont cumuler en fait toute cette petite dose tout au long de leur vie et on va leur augmenter la probabilité de développer des cancers radio-induits des années après l'exposition. Donc, on a fait une étude, c'est vraiment une étude descriptive du profil radiologique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont eu comme type d'examen, comme nombre d'examens et quelle est la dose d'exposition. Et ceci pour un petit peu essayer de personnaliser la prise en charge de ces patients et peut-être aussi émettre des recommandations dans le PNDS, tel que Madame Rousseau m'avait demandé. Donc, je vous prie, on passe à la diapo suivante. Donc, bien sûr, donc avant de commencer à recueillir ces données, donc on a déposé le protocole auprès de notre comité d'éthique. On a inclus tous les enfants nés en 2019 et 2020 à Necker, diagnostiqués à eau et qui ont eu tous les examens, donc ils ont vraiment été suivis à Necker et qui sont encore vivants au moment de l'étude. C'était un recueil rétrospectif, donc on a regardé notre PAX et notre DAX, qui est notre serveur en fait, qui est connecté sur les modalités et qui récupère les données dosimétriques, donc les rapports de dose des modalités d'imagerie. Et sur les 6 premiers mois de vie de ces patients. Et puis, on a estimé un petit peu le cumul de doses avec une grandeur qui est un petit peu homogène pour toutes ces modalités. C'est la dose efficace, donc en millisieverts. Et pour chaque examen, si vous voulez, ce que je présente aujourd'hui, c'est la dose moyenne nationale d'un rapport de l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire par type d'examen, pour un petit peu donner un topo, on va dire, sur la pratique nationale. La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, on a eu 23 patients en 2019-2020, dont 2, donc on a exclu 2, un décédé et un qui n'a pas été suivi à Necker, plus 2 garçons que de filles, beaucoup de type 3, donc type C. Donc là, vous voyez le poids de naissance moyen, l'âge gestationnel, etc. Et surtout, le nombre médian d'hospitalisation sur les 6 premiers mois, donc c'est une hospitalisation, et la durée, c'est en médiane 83 jours d'hospitalisation. Et vous avez le du nombre d'hospitalisations et de la durée totale. Diapo suivante.
Donc là, vous voyez les box plots, donc c'est les distributions en bleu en nombre d'examens que ces enfants ont eu et en orange en dose efficace cumulée de tous ces examens. Et donc vous voyez en médiane, ces patients ont 16 examens, donc irradiants et non irradiants, donc examen d'imagerie pendant les 6 premiers mois de vie et qui correspond à peu près à 14 millisieverts en dose efficace. Donc, qu'est-ce que c'est que ces millisieverts? Si vous voulez, cette dose efficace, en la comparant un petit peu à l'exposition d'origine naturelle moyenne par habitant en France, on est tous irradiés à peu près 2,9 millisieverts par an par habitant en moyenne d'origine naturelle. Donc, ces patients-là ont en médiane 14 millisieverts sur les 6 premiers mois. Et puis, cette dose, elle est vraiment corrélée à la présence d'autres malformations qu'on a aussi étudiées dans les profils de ces patients. Diapo suivante, s'il vous plaît. Si on regarde plus, qu'est-ce qui contribue à cette dose et à cette fréquence d'examen, eh ben, vous voyez là la distribution donc par type d'imagerie, scanner, radiographie, fluoroscopie, échographie et IRM. En fait, ces patients, ce qu'ils ont le plus, c'est les radiographies au lit, donc dans les chambres d'hospitalisation ou en réa. Et puis, comment dire, en contribution à la dose cumulée, ce n'est pas les radiographies qui sont les plus irradiantes. En moyenne en France, on va dire, c'est les doses apportées par les examens d'opacification et plus précisément les TOGD qui irradient, donc qui contribuent le plus à cette dose cumulée. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, en conclusion, dans les publications, donc ce qu'on sait dans les études épidémiologiques, donc on sait qu'on a un risque avéré, on va dire, à partir de 50 millisieverts pour les patients. Chez les enfants, on a des études épidémiologiques récentes donc, qui vont dans le même sens, comme quoi on a vraiment une relation linéaire sans seuil entre le risque de cancer et la dose cumulée chez les enfants. Donc, d'où l'importance vraiment d'essayer autant qu'on peut de minimiser le nombre d'examens irradiants réalisés chez ces patients et puis la dose donc, qu'ils reçoivent. Et donc, en conclusion, vous voyez, donc, on a une médiane de 16 examens sur 6 mois, 14 millisieverts sur 6 mois pour ces patients. La radiographie thoracique était donc l'examen le plus fréquent, la fluoroscopie le plus irradiant. Et puis, je vais laisser Madame Rousseau un petit peu donner quelques recommandations par rapport vraiment à la justification donc, de la prescription de certains examens chez les patients et aussi l'importance en fait d'optimiser la dose pour chaque examen. Donc, en parallèle, je ne vais pas montrer les résultats ici, mais si on regarde vraiment les doses, la même chose, donc pour les doses réalisées par exemple à Necker après optimisation des protocoles, on arrive à des cumuls de doses en fait inférieures à 1 millisievert, vraiment en minimisant les doses des opacifications et des radiographies et des scanners au minimum possible, qui permettent quand même de donner des images informatives. Merci. Alors effectivement, de façon claire et en conformité avec ce qui avait été prôné par le CRACMO déjà, hein, dès 2017, il faut éviter tout examen irradiant systématique et en particulier le TOGD, puisque ça reste ce qui est dans leur histoire le plus irradiant. Et donc effectivement, maintenant, nous ne faisons plus de TOGD systématique et je vous avoue que toute personne qui veut faire un TOGD, en particulier un enfant porteur d'atrésie de l'œsophage, mais je dois avouer que je suis de plus en plus vigilante sur aussi pour les enfants qui ont des pathologies à défaut de correction d'ADN et qui sont beaucoup plus sensibles à l'irradiation. Il faut vraiment me faire une demande en 3 exemplaires hein, pour réussir à passer. Bien entendu, s'il faut le faire, il faut le faire, mais c'est vrai que c'est de plus en plus limité. La remarque importante, c'est que Bouchra vous a présenté les chiffres
selon les normes établies par la France, de façon générale par les opérateurs de radiologie français sur les doses moyennes délivrées. En pratique, quand on regarde la vraie dose reçue par les enfants avec les calculs qui sont faits par les appareils locaux, il y a deux remarques évidentes. C'est qu'à Necker, il se trouve qu'on est nettement moindre dans l'irradiation pour différentes raisons, mais en particulier le travail de Bouchra hein, qui fait très attention aux irradiations délivrées de façon générale. Mais aussi les pratiques locales variées. Et ce qui est notable, c'est la différence entre les praticiens et la façon de faire les examens, et en particulier les TOGD. Il arrive que chez nous à Necker, et je le dis très franchement, les TOGD soient délégués à certains juniors qui ne savent même pas ce qu'on cherche. Et là, les doses flambent énormément, alors que quand elles sont faites par un senior qui a vraiment l'habitude de son appareil, les doses sont significativement diminuées. Donc, je ne peux que vous inviter à faire ce travail avec vos radiophysiciens, essayer de voir où vous en êtes et puis d'optimiser, parce que quand on part avec 14 millisieverts avant 6 mois dans la vie, on a quand même un petit peu moins de chance que d'autres. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour ce super topo et ce sujet, si je peux dire, brûlant, parce que, en effet, il y a aussi d'autres messages véhiculés par certains collègues, comme quoi les radiothorax, on peut en faire à l'infini, tout ça. Donc, je pense qu'il y a de quoi corriger certains messages. Et surtout nos pratiques. Et en effet, ça, peut-être c'est pas le moment, mais en effet, devant une suspicion de sténose clinique, est-ce qu'il y a intérêt de faire un TOGD ou on va directement à l'endoscopie? Mais c'est peut-être un autre endroit. Mais effectivement, il y a de la réflexion à avoir dans ce domaine. Surtout qu'avec nos petits, là, et ils sont de plus en plus petits, donc ils passent plus de temps à IA et des fois, c'est 2-3 radios par jour. Donc, il faut qu'on s'occupe de ça, c'est évident. Oui, moi, je voulais vous remercier aussi et faire quelques commentaires et questions et puis ouvrir le débat. Moi, j'ai été particulièrement sensibilisé à ce sujet il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans parce que j'avais reviewé un papier de néonatologue qui avait revu l'irradiation d'enfants avec des prématurité, des malformations, hernie de coupole et des atrésies de l'œsophage. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas spécifique à l'atrésie de l'œsophage, mais à toutes les pathologies néonatales. Et c'était une équipe américaine qui avait fait une étude dosimétrique et qui montrait, d'ailleurs, je ne sais pas votre expertise, mais qui me semblait montrer, c'était une étude historique qui remontait à des années avant et qui montrait des doses à 1000 fois ce qui était recommandé, enfin des choses un peu effrayantes. Et on avait été invité avec notre radiologue pédiatre à faire un édito pour présenter ce papier. Et on avait du coup revu les choses. Et mon radiologue, je ne suis pas radiologue de l'époque, avait bien expliqué, et je pense que votre travail le montre, les progrès qui ont été faits par les appareils de radiothérapie. Autrement dit, on ne peut pas extrapoler des études historiques. Alors la vôtre est récente, mais on ne peut pas extrapoler des études historiques d'il y a 15-20 ans où on ne connaissait pas ça, où les appareils de radioscopie, enfin de fluoro, étaient beaucoup plus irradiants, où on n'avait pas la formation. Moi, je ne sais pas parmi vous, mais j'ai été obligé de faire une formation de radioprotection qui est valable. Enfin, ça nous a tarté. Enfin, on est plusieurs à hocher de la tête. C'est obligatoire, sinon vous ne mettez plus un pied dans le bloc opératoire. C'est valable que pour 5 ans et puis vous devez recommencer. Puis on vous explique tous ces trucs et on a vu apparaître, bon, pas l'année dernière, mais les dosimètres, les protections des enfants, etc. etc. Donc, pour dire qu'il y a déjà un certain nombre de progrès qui ont été faits et que par rapport à l'historique, alors il y a encore des points. Donc voilà, je voulais juste faire ce commentaire, avoir peut-être votre retour là-dessus, puis j'ai deux, trois autres questions derrière. Oui. Oui, alors absolument, on a beaucoup de progrès à la fois dans la technologie. Donc, on a des appareils maintenant qui sont dotés
déjà de nouvelles technologies de détecteurs, donc qui permettent déjà de donner une meilleure qualité d'image qu'avant et donc qui permettent de diminuer les doses de rayons X à l'acquisition et des moyens de réduction de doses, mais aussi il y a avec la formation des opérateurs, notamment donc les radiologues qui font les TOPD et puis aussi au bloc opératoire des chirurgiens qui utilisent par exemple les arceaux de bloc, etc. Donc cette formation qui fait que aussi le protocole clinique donc, des médecins avec une utilisation de la scopie au lieu de la graphie qui est très irradiante en mode avec la diminution du temps d'appui sur la pédale, avec la diminution des cadences d'image, le nombre d'images par seconde. Donc, l'utilisation de tous ces moyens de réduction de dose ont permis de diminuer les doses. Et ça se voit dans les chiffres aussi des niveaux de référence de doses publiés par ACT au niveau de la France. En 2014 et 2019, les chiffres ont baissé pour toutes les modalités d'imagerie. Et puis aussi avec l'arrivée en imagerie qui en fait évalue les doses régulièrement et puis le déploiement des DAX qui sont les serveurs qui récupèrent les rapports de doses des examens réalisés et qui permettent en fait de monitorer les doses en temps réel et d'avoir des systèmes d'alerte quand on dépasse les doses. Donc ça nous permet de réagir, d'optimiser les protocoles, de communiquer et tout ça a permis vraiment d'avoir sensibilisation à la radioprotection et une diminution de doses, à la fois au niveau vraiment optimisation des doses des actes, mais aussi au niveau justification de l'utilisation de modalités irradiantes chez les enfants, surtout qui vont cumuler beaucoup d'examens. Mais je crois qu'on en est encore pour les médecins cliniciens qu'à la reconnaissance de ce fait, il y a encore des médecins n'arrive pas à comprendre qu'on puisse passer directement à une fibroscopie pour des blocages alimentaires itératifs en disant mais fais un TOGD pour savoir d'abord s'il a une sténose. C'est pas faux, mais on va quand même atterrir à une fibro. Est-ce qu'on ne peut pas se passer de cette irradiation? Ok, et justement, c'était ce débat que je voulais avoir, et je vois qu'il y a des endoscopistes, il y a notamment Jérôme dans la salle. C'est qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une suspicion de sténose anastomotique qu'on va dilater. Alors, il y a deux stratégies. On fait le TOGD avant et donc il y a une irradiation potentielle, mais vous ne mettez au bloc qu'un enfant qui aura besoin d'être dilaté. Il y a bien plein d'autres causes. Alors, pas un blocage alimentaire où il n'y a pas beaucoup de suspense, mais d'une dysphagie, où vous vous dites que la probabilité que ça soit une sténose est grande. On va économiser le TOGD, on le met au bloc, mais on fait une anesthésie générale et il y a des datas aussi sur le développement psychomoteur des petits qui ont des anesthésies générales répétées, qui montrent que peut-être il y aurait sur des anesthésies répétées. Voilà. Et donc, on est dans ce débat. Je pense qu'en effet, si on est sûr, enfin en tout cas cliniquement, que la probabilité de trouver une sténose anastomotique et donc la nécessité de toute façon d'un geste endoscopique est justifiée, on peut se passer du TOGD, mais d'un autre côté, pour des symptômes un peu bâtard, pas net, pas clair, le TOGD préalable peut garder sa place parce que l'AG pour l'endoscopie n'est pas tout à fait anodine. Hein. Je ne sais pas quels sont... Oui, venez. Est-ce qu'on peut passer... Le temps que la personne arrive, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut faire du cas par cas. Et s'il y a des reflux importants, des blocages alimentaires itératifs, j'avoue que je demande la fibroscopie d'emblée. Bonjour, c'est Nicoletta Panay de Marseille. En fait, je pense qu'on peut se passer de l'anesthésie générale initialement quand on a une suspicion de sténose. Surtout, bon, vous savez très bien que ces patients-là, ils ont aussi des troubles de motilité de l'œsophage. Ce n'est pas forcément une sténose qu'on va retrouver. Et d'ailleurs, même sur le TOGD, quand on voit une empreinte, ça ne veut pas dire forcément que c'est une vraie sténose. Et à Marseille, les collègues endoscopistes, ils font une première endoscopie sous une petite sédation, sans anesthésie générale. Et s'ils voient vraiment qu'il y a besoin de faire une dilatation, à ce moment-là, on organise sous anesthésie générale. Mais ils font d'abord un passage, ils peuvent voir si l'endoscope de 5,9 mm passe ou s'il va... Voilà. Du coup, ce n'est pas obligatoire de démarrer sous anesthésie générale. C'est une piste intéressante, je pense. Tout petits, ils peuvent le faire aussi. Ouais.
Moi, j'avais une question aussi pour vous. Alors, c'est super comme présentation parce que vraiment, ça remet un peu les pendules à l'heure. On ne fait pas toujours très attention aux examens qu'on prescrit, mais là, on voit 14 millisieverts à 6 mois. Donc, on imagine l'enfant de 10 ans, combien il va avoir eu d'irradiation. Hein. L'autre chose qui est probablement intéressant, c'est l'enfant qui a une atrésie qui va bien, il a peu d'examens, sauf le TOGD systématique, qui n'a pas forcément d'intérêt, là on est bien d'accord. Hein. Par contre, celui qui a des complications, alors lui, on fait exploser le compteur, je pense, parce qu'il a une fistule, il va avoir des radios pulmonaires tous les jours pour l'épanchement, un TOGD, puis un scanner, un autre TOGD. Ceux-là, comment on peut les manager? Parce que c'est vrai que la récidive de fistule trachéale ou de fistule œsophagienne, souvent on demande beaucoup d'examens. Alors, je laisse le médecin juger de la justification de la prescription des examens, mais on a déjà discuté avec nos pédiatres en réanéonat et puis avec Dr Rousseau. Il y a beaucoup d'examens systématiques en fait qu'on a éliminés, et notamment aussi les radiographies thoraciques, les tournées de radio, le manipulateur tous les matins avec une radio pour tout le monde. Ça, c'est éliminé. Vraiment, c'est au cas par cas. On regarde, on a une idée sur l'antériorité aussi des examens des patients, donc avec ce serveur qui nous permet de monitorer les doses. Et après, donc, une fois qu'on a vraiment justifié en fait toutes les prescriptions et que ce patient doit avoir prise en charge des examens, c'est vraiment optimiser les doses de chacun des examens. Ce que j'ai montré, c'est que nous, par exemple, quand les TOGD sont vraiment faits par notre radiologue référent, très sensibilité, donc vraiment, elle fait lors d'une procédure quelques coups de scopie pour vérifier l'avancée du produit. Elle ne fait pas de profil, par exemple, d'acquisition de profil. Elle utilise zéro graphie. Donc, la graphie, donc c'est ce gros cliché qui est à minima 30 fois plus irradiant qu'une scopie. Elle ne le fait pas. Donc, on voit une énorme variabilité des doses, en fait, au sein d'un même centre, entre les opérateurs et aussi entre nous, centres pédiatriques qui font des TOGD à la PHP. Donc, vraiment optimiser les protocoles techniques et les protocoles cliniques des médecins. Et je pense que oui, il faut, parce qu'il y a une complication, bien entendu, il faut faire les examens. Par contre, je milite fort, et les médecins de réanimation le savent, je milite pour que la dose d'irradiation soit inscrite à la sortie de l'enfant du service, et dans le carnet de santé, dans le compte-rendu d'hospitalisation, et que la page spécifique soit utilisée dans le carnet de santé, ne serait-ce que pour y penser, pour les suivants. Quand il y en a besoin, on les fait, mais par contre, les suivants, on réfléchit. On se casse la figure et on a une vague douleur, peut-être on peut passer d'une radio. S'il y a une fracture, peut-être qu'on peut modérer les radios, mieux les manager cela. Et donc, c'est surtout qu'il y a une transmission du risque ensuite. Après, il ne faut pas se passer des examens qui sont nécessaires. Je crois que pour autant, il faut les faire. Mais il faut transmettre, il faut veiller à la dose d'adaptation tout au long de l'enfance de ces porteurs d'atrésie de l'œsophage. Une dernière question, un commentaire de Jérôme Viala. Oui, bonjour, Jérôme Viala de Robert Debré. Merci pour ce topo qui remet les pendules à l'heure. Il faut le faire régulièrement. Il me reste deux remarques, puisque vous avez répondu à ma troisième question. Deux remarques. La première, on voit bien qu'on a tous des progrès à faire, puisqu'on parle depuis tout à l'heure de TOGD, alors qu'un œsophagogramme suffirait à répondre à toutes ces questions. On voit bien que nos réflexes ont encore besoin d'être améliorés, ne serait-ce que dans notre jargon. Et j'ai une question, on a beaucoup parlé, et vos progrès très impressionnants en écart, de passer de 14 millisieverts à moins de 1, avec toutes les recommandations que vous nous avez faites. Est-ce que vous avez pu avoir accès, parce que moi en tant qu'endoscopiste interventionnel, c'est ça qui m'intéresse, entre autres, est-ce que vous avez pu avoir accès aux irradiations en salle de bloc par les amplis de brillance du bloc, qui associent souvent des vieilles machines avec en plus des opérateurs beaucoup moins performants que vous en radio pour la gestion de ces doses. Donc, est-ce que vous avez ce point de vue-là ?
Alors, je vais donner ce qu'on fait à Necker, mais ça va se généraliser au niveau de l'APHP. On vient tout juste de connecter tous nos arceaux de blocs à ce serveur DAX. Donc, l'historique, en fait, la dose des opérations sont intégrées maintenant à l'historique dosimétrique des enfants. Et on les évalue également pour essayer d'optimiser et puis aller au staff, montrer aux chirurgiens par type d'acte les doses médianes, donc pour qu'il y ait des ordres de grandeur. Et donc, je suis assez présente au bloc, on discute avec les orthopédistes, les chirurgiens. Je suis désolé de vous presser un peu, il faut juste des réponses rapides pour qu'on tienne le temps. Donc, donc en fait, dernière question, c'était bon, c'est bon. Désolé, mais on voudrait laisser du temps pour... tu veux rajouter un petit mot alors? Vas-y, Véronique. Non, ça te va? Non, ah pardon, bon. Je pensais que tu voulais rajouter quelque chose. Merci beaucoup pour cette belle présentation et ce sujet de réflexion, en tout cas de préoccupation clinique qu'on doit encore réactiver, améliorer. La présentation suivante, elle va être faite par le docteur Boucher. Le docteur Boucher, il est médecin d'adultes, il n'y en a pas beaucoup dans la salle, et vient nous présenter l'expérience du centre lillois sur le suivi. Il a fait son mémoire ou sa thèse sur la cohorte des adultes suivis à Lille. Et pour vous dire que depuis que le centre de référence est créé, on est passé de 0 adulte quand on a ouvert, suivi, bien sûr ils étaient là, à maintenant presque un tiers de notre cohorte, qui est une cohorte d'adultes. Et donc il nous a semblé utile de vous rapporter l'expérience acquise et les informations qu'on avait pu recueillir sur cette cohorte d'adultes suivis activement à Lille. Voilà. Donc merci beaucoup. Il est encadré par le professeur Segui, qui est un gastro-entérologue nutritionniste, professeur de nutrition adulte, et qu'on a la chance d'avoir dans notre centre depuis le début, et dont la charge de travail dans le suivi des malades augmente d'année en année.